Bonjour, bonsoir, tout dépend du lieu où vous vous trouvez en ce moment. Bienvenue à ce deuxième séminaire dans le cadre du mois de la famille dominicaine pour la paix au Venezuela. C'est notre deuxième rencontre, donc, et notre objectif aujourd'hui est de mieux connaître la réalité du Venezuela aujourd'hui, son histoire et les défis, notamment par rapport à notre vie ici en tant que congrégation. Nous allons nous avons vu pendant le séminaire précédent quels étaient les rapports entre le gouvernement vénézuélien et l'Église, le Saint-Siège. Et nous allons voir également l'expérience de vie, donc le vécu des frères laïcs, des religieuses et des laïcs dominicains ici. Je m'appelle Humberto, je fais partie du groupe Justice et Paix du Venezuela et je fais partie également de l'équipe des organisateurs de ce séminaire. Alors, nous allons maintenant donner la parole à nos deux invités, le frère Juan José et sœur Dilcia. Alors, je vous donne donc la bienvenue. Je sais que vous êtes connectés de différents pays. Donc, merci d'être présent avec nous aujourd'hui et merci de penser à l'égard de notre pays. Alors, je vais vous présenter tout d'abord le frère José Juan, qui est un frère dominicain, licencié en éducation, sciences sociales, mention en paléographie, candidat au magistère en histoire du Venezuela à l'Université catholique et licencié en théologie à l'Université pontificale salésienne de Rome. Il est actuellement maître des novices du vicariat du Venezuela de la province de Rosario. Bonjour, frère Juan José. Bonjour, Humberto, et bonjour à tous ceux et à toutes celles qui vont nous accompagner tout au long de ce deuxième webinaire. Alors, quelques mots sur notre présence au Venezuela, un peu d'histoire, donc, pour ensuite affronter notre réalité aujourd'hui en tant que congrégation dominicaine, donc notre vécu actuel. Alors, étant donné que nous n'avons pas énormément de temps à disposition, je vais essayer de résumer un petit peu tout cela. Certes, ce n'est pas facile puisque il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, mais vous pourrez trouver ensuite le document complet si vous souhaitez approfondir quelques aspects. Alors, quel est notre vécu ici dans cette terre de grâce? Humberto, si tu peux m'aider à faire un partage d'écran? Oui, c'est fait, Juan José, vas-y. Alors, nous allons parler un peu de l'histoire du Venezuela et de l'actualité également. Et nous allons parler également avec sœur Dilcia qui prendra la parole après moi. Alors, nous allons nous concentrer sur les données historiques qui, en quelque sorte, définissent la mission de l'ordre au Venezuela et la présence de l'ordre par rapport à des données statistiques. Alors, une petite introduction. Alors, l'histoire est un ensemble ou une séquence chronologique de dates, mais ce n'est pas ainsi, en fait. Ce n'est pas non plus des souvenirs d'un hier qui n'est plus là, comme nous le dit la chanson. Là, nous voyons plusieurs photos, donc des souvenirs de frères, de sœurs, mais en fait, ces photos ne nous disent pas grand-chose. Ces personnes, bien sûr, ont un nom ici. Chacun des frères est un nom, est une expérience, un vécu. Et donc, chacun d'entre eux a quelque chose à nous raconter et par rapport à sa vie, son expérience, son vécu. Donc,
Et donc, ce sont des présences au sein de l'ordre dans notre pays et au sein de l'ordre en général. Alors, quelques données historiques. Alors, les débuts avant de passer à notre siècle actuel. Alors, voilà quelques dates importantes qui marquent donc l'arrivée de l'ordre au Venezuela. En 1514. Il s'agissait d'un objectif d'évangélisation pure. Donc, les frères de la communauté de Saint-Dominique de Cordoue envoient donc ici un groupe de frères, Antonio Montesino, donc, et les autres membres du groupe arrivent ici. Et ensuite, avec les incursions des Espagnols, ils finissent comme martyrs vers 1515. Mais ça ne va pas décourager les frères. Cette même année, il y a une autre communauté qui vient s'installer pour atteindre exactement le même objectif, c'est-à-dire une évangélisation en pur. Mais c'est un nouveau échec. Et le 3 septembre 1520, les Indiens massacrent toute la communauté dominicaine présente sur leur territoire. Et les frères franciscains subiront le même sort. Après cela, le processus d'évangélisation pure va traîner un peu à cause, bien sûr, de la violence des envahisseurs, des luttes qui vont donc se dérouler entre les envahisseurs et les populations autochtones. Et donc, en plus, le Concile de Trente va changer en quelque sorte la dynamique de la vie des congrégations dans les colonies. Et donc, là, nous aurons plutôt une vie conventuelle. Et donc, c'est ainsi que va se dérouler la vie des frères et des sœurs de nos congrégations tout au long du XVIe et XVIIe siècle. Donc, et là, l'Église subit plusieurs menaces de la part également de la politique. La politique qui peu à peu va détruire la vie religieuse, d'abord des frères et ensuite celle des sœurs. En 1874, les monastères, les couvents vont être complètement détruits. Et donc, la suite, il y aura plusieurs tentatives de restauration de l'ordre. Et donc, un frère français arrivera à Caracas. Il s'agit du frère Bertrand Cotonnet. Et il va étudier la vie de l'ordre, notamment dans la ville de Caracas. Un jeune vénézuélien, un jeune séminariste, s'intéresse également à la question et souhaite mieux connaître le frère Cotonnet. Et ce jeune séminariste décide donc de s'intégrer à la province de Lyon avec le nom de Ildefonso. Il retournera ensuite au Venezuela et il va alors se consacrer au rétablissement de l'ordre dans notre pays. Et cela suppose donc de sa part la prise de contact avec les personnes, les autorités locales et voir une recherche également pour voir où pourrait s'établir la congrégation. Nous avons la chapelle donc du cœur de Jésus qui va naître. Nous avons l'évêque de Barquisimeto offre alors donc cette chapelle et un espace
Ce jeune meurt en 1900 et donc ce sera la province du Rosaire qui va assumer donc la suite. En 1929, nous assistons également à la guerre d'indépendance de Puerto Rico, de Cuba et de Philippines. Et à partir de ce moment, donc, les frères qui étaient sur place ont dû émigrer vers l'Espagne ou bien vers le Venezuela. Et donc, c'est ainsi qu'un groupe de frères vient s'installer ici et s'établissent dans la résidence des pères capucins de façon provisoire. En mars 1903, l'ordre du Venezuela s'installe officiellement dans la chapelle du Sacré-Cœur, donc à Rosario. Alors, pendant plusieurs années, à peu près 7 ans, une revue que nous voyons ici, un exemplaire, le Messager, et donc du cœur sacré de Jésus. Et c'est ainsi que l'on essaie de faire connaître à la population l'histoire de notre congrégation et notre charisme. Là, nous avons la photo de l'un des fondateurs de l'ordre au Venezuela, le frère Manuel Alvarez. Alors, il sera l'un des promoteurs du Rosario et l'un des promoteurs de l'ordre. Alors, étant donné qu'à ce moment-là, la situation aux Philippines s'est stabilisée, les frères qui avaient fui les Philippines souhaitent revenir. Et donc, en 1907, la province est remise à la Belgique. Mais il faudra, bétique, pardon, et il faudra attendre 3 ans pour que la province bétique assume la congrégation au Venezuela. Et là, nous sommes en 1910, après, avec le padre Juan Casas, en 1913, qui va assumer la responsabilité donc de la congrégation au Venezuela. Alors, étant donné que l'espace n'était plus suffisant, une église beaucoup plus grande va être construite, celle qui deviendra la basilique du Sacré-Cœur de Jésus, que nous pouvons admirer ici sur cette photo. Et nous devons cette construction au frère Renalde, qui a été béatifié récemment. Donc, c'est l'église de la Restauration qui est devenue paroisse en 1975. Là, nous avons une photo de 1934. Donc, nous recevons un terrain, la congrégation reçoit un terrain dans les environs de Caracas pour la construction d'une chapelle et de Campo Alegre. Et la communauté de Caracas s'installe. Et le 16 juillet 1913, la première pierre est posée. Et à côté de la chapelle, vous pouvez voir également le couvent. Et c'est à ce moment-là que la congrégation décide de construire également une école. L'école Saint-Thomas d'Aquin, qui va bientôt fêter 70 ans. Alors, le provincial arrive en 1913 et assume 2 missions, Rio Chico et San José. Alors, les frères se consacrent au développement de ces 2 missions et donc construisent 2 églises. Là, nous avons l'église de Rio Chico en style colonial et à San José, l'église de style néo-gothique qui a été construite par le père José Sapico, que l'on connaît également sous le nom d'apôtre
Et actuellement, son processus de canonisation est en cours. Plus tard, vers le littoral, une autre église sera construite. Aujourd'hui, c'est la paroisse de Saint-Dominique de Guzman. Et là aussi, l'ordre va s'installer. Donc, ce sont les trois églises pratiquement qui existent encore aujourd'hui. L'école San Martin, qui est une des écoles de la province bétique. C'est une école qui fonctionne encore aujourd'hui. Passons maintenant à la province de Notre-Dame du Rosaire. Alors là, vers 1950, après donc la Deuxième Guerre mondiale, la Chine vit une guerre civile, parti communiste et opposition. Le parti communiste gagne, donc, et les persécutions commencent. À partir de ce moment-là, des frères devront fuir la Chine. Et au nord, les territoires d'Occident sont donc mis à la disposition de la province du Rosaire. Pourquoi? Eh bien, parce que la province en Colombie avait son territoire de mission. Et en 1948-49, on avait demandé à notre ordre de remettre cette mission au maître du rosaire. Il y a un certain refus de la part des missionnaire. Et donc, on trouve une solution avec le maître Manuel Suarez. Donc, on offre à la province du Rosaire d'assumer donc la responsabilité des frères qui fuient la Chine. Ils arrivent donc en 1951 et s'installent dans cette structure, et c'est là qu'est fondée une école Saint-François de Tours. Quelques années plus tard, cette école sera vendue. Mais donc, pendant une certaine période, cet établissement représentait la présence de la congrégation sur ce territoire, c'est-à-dire la zone occidentale, embrassant Trujillo, Mela et une partie de l'État de Souria. Et alors là, nous avons une photo qui représente justement la cathédrale de Apure, une magnifique église qui dépend du diocèse de Saint-Fernand d'Apure. Alors là, nous sommes au nord du pays, dans une école donc qui appartient aux frères. Et là, nous avons une présence non seulement sur le plan éducatif, puisque nous avons également une radio, et ce qui a supposé également une reconnaissance de la part de la mairie également. Là, nous avons une paroisse la paroisse de Notre-Dame, Nuestra Señora del Carmen. Là, nous sommes à San Cristobal. C'est l'un des tout premiers lieux où se sont installés les frères. Et alors là, nous avons la paroisse de Saint-Dominique de Guzman. Cette église est très connue, notamment à cause de cette statue en fibre de verre, qui est une statue d'un ange qui mesure plus de 4 mètres et qui en fait identifie cette église. Alors là, nous avons donc la paroisse et un couvent, le couvent de Saint-Dominique de Guzman, qui se trouve à quelques mètres de là. Et puis là, nous avons plusieurs chapelles dans les différents villages de la région. Là, nous allons vers le sud-est.
les frères vont y construire l'église paroissiale et la maison des frères, qui est consacrée à la vocation de l'Esprit Saint. Alors le travail, là, s'est concentré essentiellement sur l'aspect éducationnel. On y organise également des retraites dans les maisons qui ont été construites dans les environs. Là, nous sommes à Maracayo, dans la partie occidentale du pays, avec le sanctuaire de Saint-Martin, une petite école et la paroisse. Et cette paroisse, en fait, desservait et différentes autres petites paroisses des alentours. En général, avant de vous parler du parcours jusqu'à la vice-province, nous devrions parler de ces frères qui, tout au long de ce dernier siècle, se sont consacrés, se sont dévoués à leur mission de catéchèse et leur mission apostolique, donc leur prise en charge apostolique, éducationnelle, et donc une présence très marquée également au niveau du secteur agricole. Donc, de très nombreuses œuvres ont été faites tout au long de ces années, de ce siècle, de petites écoles, de chapelles. Je n'ai pas suffisamment de temps pour vous parler de toutes ces réalités, de toutes ces œuvres qui ont été réalisées dans la province bétique et dans la province du Rosaire. Alors, quant à nous, nous avons une histoire un petit peu plus récente. Dans 1980, le maître de l'ordre a décidé que les frères autochtones, et cela compte tenu également de la situation après le Concile Vatican II, les choses avaient beaucoup changé, donc et le nombre de frères qui provenaient de l'Espagne se réduit, et ce qui pousse donc à organiser la formation au Venezuela. Donc, compte tenu de la situation des différentes entités présentes au sein de l'ordre, donc une entité qui dépendait directement de l'Espagne devait donc disparaître, et c'est ainsi que la province a été créée. Et donc, et cela par rapport au territoire de la province bétique. Mais en fait, le moment était venu le moment était venu donc de donner plus d'autonomie aux jeunes. Et jusqu'à aujourd'hui, donc, tout récemment, au mois d'août de cette année, compte tenu également de ce qui se passe dans le monde, eh bien, le noviciat donc a été créé. Là, nous avons la photo justement qui marque la création du noviciat au Venezuela. Et c'est ainsi que nous avons cheminé lentement vers la création de la vice-province. Alors, quelles sont les présences de l'ordre au Venezuela? Donc, comment s'est installé l'ensemble de la famille dominicaine? Alors, vous savez que nous avons été créés par Saint Dominique le 22 décembre 1216. Nous sommes arrivés au Venezuela en 1514 et la restauration alors, quelles sont nos œuvres
aujourd'hui au Venezuela qui commence traduit notre présence. Alors, nous avons Caracas, plusieurs villes que vous pouvez voir ici sur la carte, des maisons de formation, donc un noviciat également, 6 écoles, 6 paroisses et une radio. Nous avons donc 15 œuvres avec une autre communauté, en commun avec une autre communauté de frères. Alors passons maintenant aux communautés démoniales présentes au Venezuela aujourd'hui. Alors, la toute première qui a été fondée par sœur Georgina Josefa Febres, qui fonde les Dominicaines de Santa Rosa de Lima. Et là, nous sommes en 1900. C'est une des congrégations, une des plus importantes congrégations au Venezuela, avec 32 œuvres, notamment dans la partie occidentale du parti, en Colombie, Santander et dans la région amazonique du Pérou. Alors, le nombre de sœurs présentes aussi bien au Venezuela que dans ces 2 autres pays est de 117 sœurs. Donc, alors, les dominicaines de la congrégation de Saint-Dominique, fondée à Grenade en 1907. Elles arriveront au Venezuela en 1923 et seront accueillies par des frères de la province bétique. Et ensuite, elles recevront un terrain à l'est de la ville de Caracas où elles vont fonder une école. Leur présence dans le pays, et là nous pouvons voir dans les lieux où elles sont présentes, avec des œuvres et des missions. Donc 2 œuvres de mission, 9 dans le secteur de l'éducation et 2 autres dans le secteur de la pastorale. Alors, 29 sœurs appartenant à cette congrégation sont actuellement présentes au Venezuela. Là, nous avons les sœurs de la charité dominicaine de la présentation qui ont fondée par Marie Pouspin en France en 1696. Elles arriveront au Venezuela en 1939. Alors, 10 œuvres. Donc, nous avons une œuvre de formation, 4 œuvres éducatives, 2 œuvres de pastorale de santé, une de pastorale sociale, assistance et prise en charge de personnes âgées, d'autres apostolats, pour un total donc de 10 œuvres. 28 sœurs appartenant à cette congrégation sont actuellement présentes au Venezuela. Les dominicaines missionnaires de la Sainte Famille. Elles ont été fondées par Monseigneur José Cueto y Díaz de la Maza, l'évêque de Las Palmas, avec la sœur Pilar Prieto. Elles ont été fondées donc en 1895 en Espagne et elles arriveront au Venezuela au mois de septembre 1953 à Napure avec une mission conjointe avec les frères de la mission du Rosaire. 3 présences uniquement, dont 2 dans la ville de Caracas. Leurs œuvres, 4, donc une œuvre éducative, au niveau de vicariat, pastorale paroissiale et pastorale sociale. Les dominicaines de Sainte-Catherine de Sienne, de fondation colombienne, fondée par le père Saturnino Gutiérrez et sœur Gabriela de San Martín. Elles ont été fondées en 1880 en Colombie, donc, et elles arriveront au Venezuela en 1961. Elles se consacreront essentiellement à l'éducation. Et nous prions pour qu'elles restent. La plupart de ces sœurs sont désormais très âgées et ne sont pas en très bonne santé non plus. Alors, leurs œuvres,
donc 2 œuvres éducatives et 5 sœurs de la congrégation dominicaine. Et là, nous arrivons aux dominicaines de Notre-Dame du Rosaire de Fatima, fondée par mère, la sœur Dominga Guzmán Florit en 1949, et elles arriveront au Venezuela le 30 juin 1998 avec quelques vocations autochtones. Elle se trouve actuellement dans la région orientale du pays. Elle se consacre essentiellement à la paroisse et aux œuvres de pastorale sociale. Cette communauté compte 2 sœurs actuellement et tout récemment, une postulante est venue s'ajouter au groupe. Alors, la fraternité des laïcs dominicains, eh bien, nous avons 12 communautés laïques au total. Alors, en 1970, il n'y en avait qu'une. Aujourd'hui, nous en avons 12. Alors, 11 dépendent de la province du Rosaire et une de la province d'Espagne. Alors, là, nous avons les différents lieux de fondation avec les dates. Et donc, c'est là l'exemple d'une croissance de l'apostolat de la famille dominicaine. Et puis, nous concluons avec les jeunes, nos chers jeunes. Alors là, nous avons une photo qui représente les membres du mouvement juvénile dominicain. Là, nous avons le groupe d'Antorcha et le groupe de Saint-Dominique de Guzmán. Donc, 2 groupes très actifs au niveau des écoles. Alors, ces groupes naissent au niveau des paroisses essentiellement. Alors, nous n'avons pas de chiffres exacts à cause de la pandémie et beaucoup de ces jeunes ont dû se déplacer, migrer, et donc nous n'avons pas de chiffres précis concernant ces 2 groupes juvéniles. Alors, pour conclure, je tiens à remercier nos frères aînés. Nous remercions leur dévouement, le dévouement de tous ceux et de toutes celles qui nous ont précédés. Nous les remercions du plus profond de notre cœur. Ces personnes qui ont tracé notre histoire et nous continuons maintenant à cheminer sous la protection du Seigneur. Alors, merci. Et je suis à votre disposition. C'est avec plaisir que je vous ai accompagné. Que Dieu vous bénisse. Merci, frère José Juan. Merci pour nous avoir illustré l'histoire, cette histoire si riche de l'ordre des prêcheurs au Venezuela. Vous avez été les tout premiers prêtres également arrivés dans notre pays. Donc, merci de cette panoramique historique. Merci de nous avoir présenté ces différentes communautés. Et je profite du moment pour saluer et donner la bienvenue à tous ceux et toutes celles qui se sont connectés à partir du Venezuela, des États-Unis et des Philippines. Alors, nous vous prions d'indiquer également, lorsque vous indiquez votre nom, d'indiquer également votre lieu d'origine, votre lieu de provenance, pour avoir une idée plus précise de qui vous êtes. Alors maintenant, nous allons donner la parole à Sœur Dilcia, qui va nous parler des œuvres sociales, donc d'une mission ponctuelle de la congrégation dans notre pays. Sœur Dilcia va nous accompagner et elle a eu quelques problèmes
technique pour se connecter. Donc, nous attendons qu'elle puisse se connecter pour l'entendre l'entendre parler des œuvres de la congrégation ici au Venezuela. Alors, merci au frère Juan José. Merci à tous ceux et à toutes celles qui contribuent à ce webinaire. Alors, nous vous invitons également à communiquer avec nous à travers les différents réseaux sociaux. Là, sur notre site, vous trouverez tout le matériel qui a été réuni pour cette rencontre, pour ce webinaire et pour ce mois de la paix lancé par... Donc, là, je vais vous écrire sur le chat l'adresse qui vous permettra justement de consulter tout ce matériel, qui vous permettra de nous suivre à travers les réseaux sociaux et donc revenir sur le travail du mois dominicain. Nous saluons les sœurs de la Sainte Famille de la communauté de Saint-Dominique Guzman. Nous avons également avec nous Liliane qui nous accompagne de New York. Elle a fait partie pendant de très longues années de l'équipe de Justice et Paix et elle continue actuellement à travailler avec nous. Merci à nos frères des États-Unis pour cette initiative qui justement nous permet de nous voir et de mieux connaître cette réalité et de mieux approfondir ce mois dominicain pour le Venezuela. Nous accueillons également le frère Brendan, qui est le promoteur de Justice et Paix pour l'Amérique du Nord, qui est également l'un des organisateurs de ce webinaire. Donc, nous le remercions d'ores et déjà. Nous remercions toutes les personnes qui nous écrivent à travers le chat, qui donc nous accompagnent. Merci d'être là. Nous pouvons maintenant ouvrir un espace de questions-réponses pour approfondir quelques aspects importants par rapport à ce que le frère Juan José vient de nous dire par rapport à l'histoire du Venezuela et de la congrégation au Venezuela. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires, eh bien, n'hésitez pas à nous communiquer tout cela à travers le chat. Je suis le frère Miguel, je suis membre de l'équipe Justice et Paix du Venezuela. Et je vous demande de nous excuser de cet inconvénient technique avec Sœur Dicia. Notre objectif aujourd'hui était de présenter la présence de l'ordre au Venezuela après un parcours historique pour ensuite parler de façon plus concrète de la mission déployée par l'ordre aujourd'hui au Venezuela. Apparemment, Sœur Dilcia est encore en train d'essayer de se connecter, mais pendant que nous l'attendons, nous pourrions répondre à vos questions. Frère Miguel, quels sont les domaines dans lesquels la famille dominicaine exprime sa présence? C'est là la question de l'un de nos frères aux États-Unis. Eh bien, le travail que nous réalisons en tant que famille dominicaine est essentiellement un travail qui a démarré avec Justice et Paix. Chaque entité, bien sûr, avait déjà des œuvres en cours et nous avions en commun des dettes importantes. Mais en fait, il n'y avait pas de projet important pour ce qui est
d'un travail en commun. Donc, c'est ce que nous avons fait en fait à partir de 2016-2017, c'est-à-dire un travail dans le domaine de justice et paix. Nous avons donc élaboré un projet et toute la famille dominicaine justement contribue à ce projet commun. Donc, ce mois, en fait, nous a permis d'avoir un espace à travers lequel mieux voir notre réalité avec un comportement d'écoute, d'observation de la réalité, et ce pour trouver des instruments qui nous permettraient d'approfondir tout cela et avec l'aide, bien sûr, de professionnels du secteur. Je crois que cela est très important et la famille dominicaine doit bien profiter de cette opportunité qui va bien au-delà du mois dominicain pour la paix. Et puis, ce mois dominicain pour la paix nous a également donné la possibilité de proposer un travail de d'incidence, c'est-à-dire la famille dominicaine dans son activité touche à différents facteurs. Et là, nous nous trouvons face à une question assez complexe. Je fais allusion, bien entendu, à la réalité du pays. Donc, là, pour le Venezuela et pour la famille dominicaine au Venezuela, il s'agit là d'un élément important dont il faut tenir compte. C'est la démocratie que nous vivons aujourd'hui. En fait, en démocratie, au Venezuela, nous disons aujourd'hui que nous ne vivons pas dans une réalité démocratique. Et les facteurs qui ont causé cette crise humanitaire, cette crise sociale et économique sont extrêmement nombreux et complexes. Voilà pourquoi il faut travailler pour renforcer la démocratie et la citoyenneté dans notre pays. Et cela, nous pouvons le faire à travers nos œuvres. Il y a bien sûr d'autres œuvres encore qui, à partir de ce projet commun de la famille dominicaine, qui nous permet justement de fournir un effort commun. Et là, je fais allusion essentiellement à nos œuvres d'éducation, donc à nos écoles. Nous avons plus de 30 écoles. C'est un chiffre assez important, 30 écoles sur tout le territoire. Nous avons également 6 paroisses. Dans la partie des sacrements, bien sûr, est importante. Et puis, les œuvres sociales. Et là, ce sont essentiellement des œuvres de nos sœurs, des centres d'accueil pour les jeunes filles en situation difficile, en situation de vulnérabilité, par exemple. Et donc, toutes ces œuvres qui sont mises en place au bénéfice des plus démunis. Donc, une présence au niveau des paroisses, bien sûr, mais au niveau des foyers. Donc, un travail également d'assistance médicale, d'assistance aux malades. Donc, pour vous donner une idée plus claire de ce que nous vivons, eh bien, prenons le cas du salaire minimum de 4 dollars minimum. Donc, en travaillant beaucoup, c'est très difficile survivre. Donc, nous assistons à un phénomène de pauvreté extrême. La population souffre énormément aujourd'hui. Alors, voilà pourquoi il y a plus de 5 millions de Vénézuéliens qui ont quitté le pays, qui sont donc des immigrés, des réfugiés. Donc, c'est donc et les migrants continueront, ces flux ne peuvent pas s'arrêter, même si l'on construit des murs, si on met des obstacles, des frontières, ces flux continueront. Alors, oui, je sais, merci.
Je suis le frère Brendan, copromoteur de justice et paix pour l'Amérique du Nord. Alors, merci d'avoir partagé toutes ces données historiques qui nous permettent de mieux comprendre cette situation. Alors, apparemment, Sœur Dilcia n'a pas pu se connecter. Alors, est-ce que nous pouvons dire quelques mots sur notre prochain webinaire? Alors, Sœur Dilcia, Sœur Dilcia ne va pas participer, ne peut pas participer aujourd'hui? Non, non, elle n'est pas là. D'accord. Alors, notre prochain webinaire aura lieu le 22 décembre à 1h de l'après-midi, heure de Caracas. Bien sûr, nous allons vous envoyer toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez vous connecter. Donc, merci à vous tous et à vous toutes d'être là. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Venezuela. Oui, je tiens moi aussi à remercier toute la communauté de la famille dominicaine aux États-Unis. Il les remercie d'avoir organisé ce webinaire qui est en fait une possibilité d'écoute. Alors, je vous rappelle également que toutes les présentations sont à votre disposition sur notre site. Vous y trouverez également des informations concernant nos œuvres sociales aux États-Unis et ici. Et puisque nos frères des États-Unis nous ont demandé justement d'illustrer ces œuvres. Étant donné que Sœur Vitia n'a pas pu se mettre en contact avec nous, eh bien, vous pourrez découvrir toutes ces œuvres sur notre site. Alors, merci. Merci aux frères Juan José. Merci à nos traducteurs pour la journée d'aujourd'hui. Alors, merci de votre patience. Et donc, je vous dis au revoir et nous continuons à prier pour le Venezuela, pour que le Venezuela devienne un pays libre. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse tous et toutes. Merci. Saludos a todo el mundo, gratitud a todos. Seguimos rezando con Venezuela para que sea un Venezuela